Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série des matinales Arrêté des comptes 2023, consacré aujourd'hui à l'actualité comptable française, avec pour objectif bien sûr de bien vous préparer pour la clôture. Donc, je vous rappelle que les deux premiers épisodes de nos matinales concernant les IFRS et la CSRD sont déjà passés et qu'elles sont disponibles en replay. Et puis, si ce n'était pas encore fait, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à nos prochains événements, donc sur la loi de finances et les actualités fiscales qui aura lieu le 16 janvier prochain, ainsi que la présentation de l'actualité sociale qui aura lieu le 18 janvier. Alors avant de commencer notre présentation, deux précisions importantes. Tout d'abord, les slides seront disponibles dès la fin de cette présentation. Et puis, vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre au fil de l'eau ou sinon de revenir vers vous très vite. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour préparer la clôture 2023 en règle française. Donc je suis Christelle Leçonne-Thomas, directrice à la doctrine Grant Thornton et membre de la commission des études comptables de la CNCC et de la commission comptable du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Donc avec moi aujourd'hui, une équipe de choc, j'allais dire, aux multiples compétences, car je serai aujourd'hui accompagnée donc de Nathalie Cablan-Laborde, experte à la doctrine comptable et membre de groupe de travail à l'ANC, de Christophe Drevel qui sera avec nous en visio, qui est directeur dans notre département de transformation durable, expert en CSRD. Et pour vous apporter leurs éclairages sur les actualités fiscales et sociales en lien avec cette clôture, Caroline Luchroquia, spécialiste droit social et ingénierie RH, et Thibaut Grange, spécialiste fiscalité directe des entreprises, tous deux avocats associés Grant Thornton Société d'avocats. Et enfin, je remercie chaleureusement Géraldine Viau-Lardenois, qui est directrice générale de l'Autorité des normes comptables, d'être avec nous aujourd'hui pour décrypter l'actualité normative qui est encore très très riche cette année. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter en détail notre programme de la matinée, un petit mot rapide sur le contexte de cette clôture 2023 qui est encore à placer donc sous haute surveillance, je dirais, pour de nombreuses raisons, et vous les voyez ici sur les slides. Donc ça incite évidemment les entreprises à se montrer encore une fois assez résilientes face à la crise économique qui perdure. Alors tout d'abord un mot sur le contexte économique. Assez maussade, l'inflation qui reste élevée, de même que les taux d'intérêt, le prix de l'énergie, évidemment, et la dégradation de la situation internationale. Tout ça n'est pas très optimiste. Si on rajoute la fin du quoi qu'il en coûte et les retards de paiement, tout cela participe encore à la crise. Beaucoup de secteurs sont touchés, BTP, immobilier, distribution. Les défaillances d'entreprises et les sauvegardes montent en flèche et retrouvent leur niveau d'avant Covid. Par ailleurs, beaucoup de nouveautés fiscales cette année, presque un bing bang on pourrait dire, avec la réforme des retraites, mais aussi les derniers revirements de la Cour de cassation en matière d'acquisition de congés payés. Enfin, autre enjeu de taille pour cette clôture, évidemment les enjeux climatiques et environnementaux avec la prise de conscience environnementale et à la clé donc la réorientation de l'appareil productif qui représente des sources d'incertitude et de nouvelles obligations pour les entreprises. Les enjeux environnementaux, c'est aussi la CSRD donc, qui vient d'être publiée au journal officiel et on le verra, elle ne touche pas forcément que les grandes entreprises. Vous serez aussi concerné en tant que membre de l'ensemble de la chaîne de valeur. Enfin, des évolutions réglementaires significatives cette année, avec notamment l'impôt minimum mondial et le nouveau règlement sur la modernisation des états financiers. Donc voilà notre programme pour ce matin. Donc en plusieurs actes, on verra d'abord les points d'attention pour la clôture liés à l'actualité économique, financière et sociale. On évoquera ensuite le règlement modernisation des états financiers qui devrait être homologué d'ici la fin de l'année donc 2023 et qui, même s'il est d'application obligatoire qu'en 2025, pourra néanmoins être appliqué dès la clôture 2023 si vous le souhaitez.
On continuera donc sur l'actualité réglementaire avec les autres règlements de l'année, les enjeux climatiques et de durabilité, et on finira notre séquence sur les prochaines échéances pour le futur et futur proche. Alors, je vous propose de commencer notre tour d'horizon de l'actualité comptable française avec les points d'attention pour la clôture, tout ce qu'il faut bien avoir en tête. Et tout d'abord, les impacts sur les comptes des différents risques de liquidité, de crédit et aussi de continuité d'exploitation, comme d'ailleurs l'a rappelé l'AMF dans ses recommandations pour la clôture. On fera aussi un focus sur les deux autres thèmes centraux de l'année. Tout d'abord, actualité sociale, et puis enfin les tests de dépréciation très sensibles à l'environnement économique et financier actuel. Alors on commence donc par un sujet qui n'est pas nouveau, mais un point d'attention sur le traitement des renégociations de dettes qui sont en forte augmentation cette année. Justement, c'était d'ailleurs une des recommandations de l'ANC du temps du Covid et qui s'avère encore particulièrement d'actualité. Les questions qui se posent ici, ça concerne surtout les frais qui sont entraînés par ces renégociations et qui sont donc des frais qui sont attachés à la dette qu'on est en train de renégocier et qui peuvent ne pas forcément avoir été encore amortis. Alors, Nathalie, comment est-ce qu'on s'y retrouve entre nouvelles dettes et anciennes dettes? Quelles sont les conséquences comptables? Alors, l'enjeu de la qualification de la dette est important, car selon que l'on considère que c'est une nouvelle dette ou non, cela n'aura pas les mêmes conséquences. Il faut analyser les aménagements prévus par les accords pour conclure à une modification substantielle ou non de la dette. Pour savoir comptablement s'il s'agit d'une nouvelle dette ou d'une modification de la dette existante, le plan comptable ne donne pas d'indication, mais il est d'usage de considérer qu'il s'agit d'une nouvelle dette si la modification des flux de trésorerie est supérieure à 10% par rapport aux flux relatifs à la dette initiale. Pour ce qui est des frais, tout d'abord, sur les frais d'émission non encore amortis en date de renégociation. Donc s'il s'agit d'une nouvelle dette, ils seront comptabilisés en charge, alors que s'il s'agit de la poursuite de la dette d'origine, ces frais seront amortis sur la nouvelle durée du résiduel. Par ailleurs, la doctrine de la CNCC a apporté des précisions dans le cas d'un report de dette qui a été négocié avec des intérêts reportés capitalisés. Les intérêts capitalisés sont à comptabiliser en charge de période en contrepartie de la dette. Ils ne peuvent donc pas être étalés sur la durée résiduelle de l'emprunt. Enfin, concernant les frais de renégociation, le traitement dépend du choix de politique comptable de la société pour les frais d'émission d'emprunt, donc soit en charge, soit étalés. Attention cependant à ce que ces frais ne rendent pas le TEI global hors marché, car sinon ils devront être comptabilisés en charge. Donc oui, attention, et bien sûr toute la difficulté ici, ça va être de distinguer justement ces différentes natures de frais. Donc autre point d'attention, donc focalisé cette année sur les événements post-clôture. Alors les événements, une grande post-clôture, une grande vigilance. Pourquoi? Parce que seuls les événements qui viennent de 2024, qui viendraient confirmer une situation existant à la clôture 2023, peuvent être pris en compte s'ils sont connus postérieurement à la clôture. Donc, ça peut paraître évident comme ça au départ, alors qu'en pratique, ce n'est pas forcément si simple. Donc, on a sélectionné pour vous quelques cas, Nathalie. Alors, premier point de vigilance dans le cadre d'un breach covenant à la clôture. On est dans le cas où, suite à un breach covenant avant la clôture, qui entraîne l'exigibilité immédiate de la dette, la société a obtenu un waiver de sa banque, c'est-à-dire la renonciation de celle-ci à demander le remboursement de la dette suite à cette rupture de covenants. On vous rappelle que ce waiver ne peut être pris en compte que s'il a été accordé avant la date de clôture. Dans ce cas, la dette peut être maintenue parmi les dettes à plus d'1 an. S'il a été accordé post-clôture, malgré le waiver, on n'en tiendra pas compte et la dette sera obligatoirement reclassée à moins d'1 an. En revanche, si le breach covenant intervient entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes, par exemple un covenant calculé au 28 février, cela n'aura pas d'incidence sur le classement, mais il ne faudra pas oublier de communiquer en annexe sur le sujet.
C'est la même chose pour un abandon de créance dont la société bénéficie pendant cette période d'arrêté des comptes ou encore une augmentation de capital par incorporation de créances par exemple, qui serait évidemment décidée post-clôture. Mais si la décision est la résultante de négociations qui ont eu lieu en amont de la clôture, si l'acte juridique qui justifie la décision d'abandon ou l'augmentation de capital sont signés en 2024, alors il n'y aura pas d'incidence sur les comptes. En revanche, une mention en annexe est nécessaire pour permettre au lecteur de comprendre les difficultés et aussi les solutions mises en place par la société. Oui, effectivement, c'est un point important à rappeler parce que les produits qui ne sont que probables à la clôture, même s'ils viennent à devenir certains postérieurement à la clôture du fait d'événements qui arrivent post-clôture, ne peuvent pas être pris en compte dès le 31 décembre 2023, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas certains à cette date. Enfin, dernier point, donc concernant les dépréciations des créances clients, si un client fait faillite postérieurement à la date de clôture, cela peut confirmer qu'il s'agissait bien d'une créance douteuse à déprécier à la date de clôture. Alors, autre sujet, les titres de participation, car dans le contexte actuel, évidemment, les filiales peuvent elles aussi rencontrer des difficultés, avec pour conséquence la question de l'évaluation de l'éventuelle dépréciation des titres et des créances qui peuvent être liées. Donc pour mémoire, donc les titres de dépréciation doivent être évalués chaque année à leur valeur d'utilité, c'est-à-dire le montant pour lequel la société mère accepterait de décaisser. Donc, en pratique, il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent fréquemment. Nathalie, première question, comment faut-il procéder lorsqu'il y a d'une part des titres de participation, mais aussi des créances qui sont liées à ces titres de participation? Alors, dans ce cas, les titres sont dépréciés avant les créances. En effet, comme le rappelle la CNCC dans sa doctrine, on se place dans une logique de liquidation où les créances seraient prioritaires sur les parts détenues dans la filiale. En revanche, si la société mère a décidé d'abandonner la créance, alors évidemment, dans ce cas, c'est la créance qui sera d'abord dépréciée en totalité. Autre question, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le cadre d'une filiale qui a une situation nette négative? Si la mère a déjà déprécié les titres et la créance, est-ce qu'elle a une autre provision ou une dépréciation à passer? Alors oui, mais uniquement si elle est engagée à soutenir sa filiale, par exemple par une lettre de confort ou des pratiques de soutien antérieures qui créent une attente fondée de la part de la filiale, créant ainsi une obligation implicite de la mère. Enfin, si la mère réalise un abandon de créance, il n'y a pas forcément de dépréciation automatique du compte courant, sauf là encore si la mère a un engagement de procéder à l'abandon de créance à la date de clôture. C'est toujours la date de clôture qui est le point important à regarder. Si l'abandon arrive après la date de clôture, on ne peut pas en tenir compte pour déprécier à la date de clôture. Alors là, je me tourne vers Thibault là, pour avoir une petite incise fiscale donc, sur cette dépréciation du compte courant. Est-ce que c'est déductible fiscalement? Alors effectivement, la pratique vous invite à la plus grande prudence en matière de dépréciation de compte courant avec des sociétés liées. Effectivement, l'administration a tendance à considérer que les provisions sont non déductibles, soit parce qu'il y a une insuffisance de relations commerciales, soit du fait que le montant de l'aide peut être considéré comme non proportionné au regard de la situation financière de la filiale. Donc effectivement, prudence sur les provisions pour dépréciation avec des sociétés liées. Et après, sur l'abandon de créance en lui-même, donc pour mémoire, lorsqu'il est commercial, il peut être considéré comme déductible, à l'inverse d'un abandon qui serait considéré comme financier. Et donc sur ce sujet, d'ailleurs, on a eu de la jurisprudence en 2023 qui est venue préciser certaines modalités donc, sur ce qui doit être considéré comme déductible ou non, et on les présentera notamment lors de notre présentation le 16 janvier prochain. Merci Thibault. Je propose de passer à un autre point d'attention, effectivement, lié à un sujet qui a tendance à se développer avec la recherche de financement. Donc, c'est le recours à l'affacturage. Donc, Nathalie, quels sont les points d'attention à avoir en tête? Alors, pour rappel, l'affacturage consiste à céder des créances clients à un facteur, donc souvent une banque, qui se chargera d'encaisser directement les créances en contrepartie
d'un financement au cédant. En général, le transfert de propriété juridique a lieu lors de la cession des créances au facteur. Ce transfert de propriété entraîne donc la décomptabilisation des créances et la comptabilisation en trésorerie du montant net des commissions du facteur. Premier point d'attention, les frais d'intervention du facteur sont à comptabiliser en charge. Et surtout, ce n'est pas parce que les créances ont été cédées et décomptabilisées à prendre dans les comptes. Donc il faut absolument regarder précisément les clauses du contrat d'affacturage, car selon les cas, en cas de litige ou de défaillance du client, si ce risque reste supporté par le cédant, alors les garanties données au facteur, comptabilisées en autre créance à l'actif, pourraient devoir être dépréciées, avec un impact évidemment en résultat sur l'exercice. Autre point de vigilance encore cette année est rappelé par l'AMF, notamment la continuité d'exploitation du fait de problèmes de liquidité notamment. Alors rien de nouveau sur le fond, mais nous souhaitions quand même mettre un coup de projecteur quand même sur ce sujet et notamment sur l'analyse qu'il convient de mener à la clôture en cas d'incertitude. Alors Nathalie, quels sont les principaux éléments qu'il faut retenir ? Alors, en pratique, s'il y a une incertitude significative sur la continuité d'exploitation, il conviendra d'analyser si celle-ci est compromise ou non. Donc, quelle que soit la conclusion retenue, il conviendra de décrire l'analyse réalisée et la conclusion dans l'annexe de la société. Il faudra aussi indiquer les incertitudes significatives qui pèsent sur la continuité d'exploitation et pourquoi la continuité d'exploitation n'est pas compromise. Par exemple, présence de lignes de crédit non encore tirées, reprise d'activité, carnet de commandes suffisant, etc. Donc ça, c'est un point important qui a été rappelé par l'AMF cette année. Donc si la continuité d'exploitation est irrémédiablement compromise, les comptes devront être établis en valeur liquidative et l'annexe devra préciser les méthodes d'évaluation et de présentation qui ont été retenues. Enfin, si la continuité d'exploitation est compromise en raison d'un événement post-clôture, il conviendra de regarder s'il y a un lien avec la situation existante en date de clôture, et c'est seulement dans ce cas que les comptes seront présentés en valeur liquidative. Donc, en résumé, vous l'avez compris, cette analyse requiert du jugement et il est important de bien décrire en annexe les estimations qui ont pu être faites. Enfin, dernier point d'attention avec d'autres sujets en lien avec le contexte de clôture et les bonnes questions qu'il faut se poser, à retrouver plus en détail dans l'annexe du support, donc sur la provision pour hausse des prix, les contrats déficitaires, pertes sur contrat long terme et comptabilité de couverture. Je vous propose de passer au deuxième point d'alerte pour cette clôture, donc avec les actualités sociales et en tout premier lieu, la réforme des retraites. Une loi donc, qui a été publiée le 15 avril 2023 et qui est en vigueur depuis le 1er septembre. Je vous rappelle ses principales dispositions. Relèvement progressif de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans en 2030 et l'augmentation de la durée de cotisation à 43 ans dès 2027 au lieu de 2035. Donc Nathalie, comment la réforme va-t-elle impacter les comptes 2023 ? Est-ce qu'il s'agit d'un changement d'estimation ? Alors non, la CNCC a qualifié le changement de changement de régime. Du fait de l'évolution significative des engagements liés à un cadre législatif et en faisant le parallèle avec le traitement de la réforme Fillon en 2004. Il s'agit donc de calculer le coût des services passés en comparant l'engagement à la date de publication de la loi, donc le 15 avril 2023, avant réforme, avec l'engagement à la même date, mais après réforme, pour calculer l'impact de celle-ci. Pour ces deux évaluations, on devra veiller à ce que les hypothèses actuarielles soient identiques, sauf l'âge de départ à la retraite, bien évidemment. Donc cette année, il y aura donc en théorie 3 périodes d'évaluation pour une société qui clôture au 31 décembre, le 31 décembre 2022, le 15 avril 2023 et le 31 décembre 2023. C'est ce que vous retrouvez ici sur ce graphique.
Donc les impacts de cette réforme, ils sont bien sûr différents d'une entreprise à l'autre. Il faudra faire une analyse au cas par cas en fonction de la structure des effectifs, des conventions collectives, des accords de branche. Alors, en effet, nous avons indiqué sur ce slide les différents impacts anticipés à la hausse et à la baisse. Sans surprise, l'allongement de la période de cotisation liée au recul de l'âge de départ à la retraite, l'effet de l'actualisation sur 2 ans supplémentaires cumulé à la hausse des taux et enfin les régimes plafonnés avec report de l'atteinte des plafonds sont des éléments qui vont dans le sens d'une baisse des engagements. Même s'il faut considérer que les salaires seront révisés à la hausse avec cette durée de service plus longue. À noter aussi les engagements relatifs aux congés de fin de carrière qui seront aussi en hausse du fait du versement d'une rente sur une durée plus longue. Enfin, même si ce n'est que marginal, la hausse des engagements en lien avec les médailles du travail, puisqu'il y a un rallongement de la durée du travail, donc la probabilité de recevoir une médaille de travail est plus importante. Donc pour conclure, l'aide d'un actuaire peut se révéler quand même assez intéressante à la clôture pour calculer ses engagements. Et puis aussi, il faut veiller quand même à la cohérence de toutes ces hypothèses entre les indemnités de retraite, les médailles du travail et donc les indemnités de fin de carrière. Si on parle plus concrètement de l'impact comptable maintenant, là encore, ça dépend de la situation de la société, selon qu'elle utilise ou pas la recommandation de l'ANC sur les retraites. Alors effectivement, si on applique la méthode 2 de la recommandation, donc conforme aux IFRS, le coût des services passés sera comptabilisé en totalité en résultat. En revanche, si l'on applique la méthode 1, le coût des services passés sera étalé sur la durée moyenne restant à courir en mode linéaire pour les droits non acquis. Si en revanche on n'applique pas la recommandation, la réforme qui constitue alors un changement d'estimation est à comptabiliser en totalité en résultat one-shot, quelle que soit la méthode retenue. Enfin, on rappelle que même si la société ne provisionne pas ses engagements de retraite, il faut quand même procéder au calcul pour l'annexe, en incluant bien évidemment la réforme. Et dans tous les cas, des informations détaillées devront être fournies en annexe. Alors voilà, vous savez tout donc sur la réforme. Autre point sur les retraites, sans lien avec la réforme, mais quand même avec l'évolution des taux. Alors toujours en hausse, vous les voyez affichés sur votre écran, même si cette hausse elle est quand même moins importante qu'en 2022. Vous avez donc les taux au 30 novembre 2023 pour mémoire, mais bien sûr, je vous rappelle que les engagements ils sont à évaluer sur la base des taux à la date de clôture, donc à suivre. On vous rappelle aussi sur la partie droite du slide comment comptabiliser les effets des changements d'hypothèses actuarielles selon le choix de méthode comptable qui a pu être retenu par la société. Et on vous donne aussi toutes les informations qui sont à mentionner en annexe, car c'est souvent un point qui convient d'améliorer. Voilà, je vous propose de passer maintenant à l'autre actualité brûlante de cette année. Je veux parler des derniers revirements de la Cour de cassation en matière d'acquisition des congés payés qui ont fait beaucoup de bruit. Alors Caroline, de quoi s'agit-il ? Alors oui, effectivement, on parle d'un véritable Big Bang et qui dépasse bien au-delà le monde judiciaire. D'ailleurs, selon le MEDEF, les chefs d'entreprise ont estimé le coût annuel du changement du droit positif relatif à cette nouvelle jurisprudence à plus de 2,7 milliards d'euros. Alors, de quoi s'agit-il ? Par 3 arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a opéré 3 revirements de jurisprudence, aboutissant à changer la donne en matière d'acquisition de congés payés et en écartant en fait 2 dispositions du Code du travail. Actuellement, le Code du travail prévoit, notamment dans ses articles L4131-3 et L4131-5, que lors d'un arrêt de travail, il ne donne pas lieu à l'acquisition de congés payés sans qu'il y ait une existence d'un travail effectif et donc met de côté les périodes d'arrêt de travail lorsqu'il s'agit d'une maladie ou d'un accident simple, ou bien au-delà d'une période d'1 an en ce qui concerne les maladies professionnelles, accidents du travail.
Or là, la haute juridiction a donc écarté ces dispositions au motif qu'ils ne seraient pas conformes à la législation européenne, au visa de l'article 7 de la directive du 4 novembre 2003, ainsi que l'article 31-2 de la Charte des droits fondamentaux et de la jurisprudence européenne. Et donc, dorénavant, le droit à congé payé ne sera donc plus subordonné à l'obligation d'un travail effectif. Alors, il y a 3 principes, donc dorénavant grâce à cette jurisprudence. Le premier, donc à contrario, c'est que les salariés vont donc acquérir des droits à congé pendant leurs arrêts de travail, quelle que soit l'origine, qu'elle soit professionnelle ou non. Deuxième principe, est écartée donc la limitation d'une durée d'un an pour les arrêts qui sont liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Le troisième principe qui a vraiment des conséquences très importantes, et j'y reviendrai, il s'agit du point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congé payé qui doit être fixé à l'expiration de la période de référence, qu'elle soit légale ou conventionnelle, au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris par le salarié, dès lors que l'employeur a accompli les diligences auxquelles il est tenu légalement, notamment l'information, permettant aux salariés de pouvoir accomplir et exercer effectivement leur droit à congé. Alors, quels sont les enjeux pour les entreprises exactement ? Alors, ils sont de l'ordre de 3, tout d'abord sur l'effet dans le temps. Tout d'abord, la jurisprudence a un effet rétroactif, c'est-à-dire qu'elle s'applique à l'ensemble des relations de travail qui sont régies donc par les articles concernés, même si celles-ci sont antérieures à la jurisprudence du 13 septembre 2023. Elle s'applique pour l'avenir, mais également pour le passé, dans la limite des règles de la prescription. Deuxième enjeu, qui est non des moindres, de quoi parle-t-on ? De quel congé ? Et là, contrairement au droit européen, la haute juridiction va beaucoup plus loin puisqu'il ne s'agit pas seulement des congés annuels, de nos 5 semaines de congés payés, mais couvre également les congés conventionnels, par exemple congés pour ancienneté, congés seniors, etc. Enfin, qui peut se prévaloir de cette jurisprudence ? Alors, bien évidemment, ces décisions peuvent être invoquées par les salariés, mais également par les anciens salariés, ceux dont le contrat de travail a été rompu avant le 13 septembre 2023, ou bien jugés comme tels. Et là-dessus, le troisième arrêt est particulièrement instructif, puisque les faits d'espèce, il s'agissait d'un prestataire de service qui avait saisi donc le Conseil de prud'homme en vue de la requalification de sa relation professionnelle en contrat de travail et qui avait donc sollicité un rappel d'indemnité de congé payé. Alors, la question du délai de prescription est extrêmement délicate et c'est celle qui emporte vraiment le plus d'incertitude. La Cour de cassation a changé radicalement en fait, les règles en matière de prescription en se mettant en conformité avec le droit européen. Pour mémoire, le délai de prescription de 3 ans ne pouvait jusqu'à présent débuter qu'à l'expiration de la période de prise des congés payés. Et en cas de contentieux, c'était à l'employeur de démontrer qu'il avait accompli effectivement les diligences pour informer les salariés et leur permettant justement d'exercer effectivement leurs droits. À la suite du 3e arrêt du 13 septembre 2023, comme je l'ai indiqué plus tôt, là, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité des congés payés sera fixé à l'expiration de la période légale et elle ne pourra débuter que si l'employeur a effectivement informé les salariés et les a mis en capacité d'exercer leurs droits. Donc, 2 conséquences pragmatiques. Pour toutes les entreprises qui auraient effectivement accompli les diligences à la prise des congés payés pour leurs salariés, surtout pour ceux qui reviennent d'arrêts de longue durée, on peut considérer que les périodes d'acquisition qui ont pris fin depuis le 31 mai 2020, donc à savoir les années 2021, 2022 et 2023, doivent être régularisées. Pour les autres, eh bien, si effectivement
il n'y a pas eu de diligence pour permettre aux salariés d'exercer effectivement leur droit à congé, dans ce cas, le verrou de la prescription triennale ne pourra pas s'appliquer et on pourrait même remonter jusqu'au-delà. Alors, la doctrine, il y a beaucoup d'émules à ce sujet. On parle même d'un droit imprescriptible. Alors là-dessus, pour essayer d'apporter quand même quelques tempéraments, il y en a deux qui sont juridiques. Le premier, au titre de l'article 2232 du Code civil, on sait que toutes les actions civiles se prescrivent de manière extinctive au bout de 20 ans. Alors 20 ans, ce n'est pas très satisfaisant. On pourrait raisonner par rapport à la hiérarchie des normes et des sources entre le droit européen et le droit français. Et effectivement, on peut partir également de la date d'entrée en vigueur des textes qui ont été le fondement de ces décisions. Soit le délai de transposition de la directive de 2003, et donc dans ce cas-là, à compter du 23 mars 2005, ou bien considérer que la Charte des droits fondamentaux est applicable depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, soit au 1er décembre 2009. Alors tout ça fait un petit peu peur, hein, donc Caroline. En social souvent, oui, c'est le cas. Quelles sont les actions qui pourraient être menées pour limiter justement les effets de ces décisions de la Cour de cassation? Alors il faut distinguer bien évidemment deux situations. Donc pour les congés payés qui sont en cours d'acquisition, donc on va partir de l'année de référence, enfin de la période de référence actuelle. Si on suit sur le légal, c'est à compter du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Et donc dans ce cas-là, bien évidemment, l'entreprise doit tenir compte justement des arrêts maladie, a fortiori pour les salariés qui sont en arrêt de longue durée dans les compteurs de congés payés et d'intégrer non seulement les congés légaux, mais également les congés conventionnels. On recommande d'ailleurs à tous les systèmes SI, RH et logiciels de paye d'être mis à jour à ce titre. Bien évidemment, puisque la question du délai de prescription est vraiment une difficulté, c'est dorénavant, l'employeur doit informer les salariés en fait, des droits acquis au cours de leurs arrêts et les mettre en demeure, lorsqu'ils reviennent, de les prendre. Enfin, on pourrait envisager également d'apporter un tempérament toujours sur ce point de départ du délai de prescription en négociant un accord collectif ou dans certaines circonstances par décision unilatérale et qui disposerait qu'en cas d'arrêt de longue durée, on puisse reporter la date de prise des congés, donc au-delà de la période qui est en cours, la période de référence, dans une limite de 15 mois reportable, donc au-delà de cette expiration de la période qui est en cours, ce qui est assez conforme avec la jurisprudence européenne. Enfin, il ne faut pas oublier également, une petite astuce, que les soldes de tout compte et les reçus ont un effet libératoire. Et donc, ne pas hésiter dans ce cas-là à modifier le verbatim dans le reçu pour solde de tout compte et intégrer le fait que le salarié se trouve complètement rempli de ses droits au titre de ses congés. S'il le signe, il ne pourra plus faire de revendication à ce titre. Alors, sur la période antérieure au 1er juin 2023. Là, c'est beaucoup plus délicat. Très clairement, il n'est pas possible de régulariser, en tous les cas, de donner de manière générale comme conseil de régulariser sur toutes les périodes antérieures, vu l'insécurité juridique liée au délai de prescription, mais aussi compte tenu des spécificités de chacune des entreprises. Il faudra tenir compte effectivement du secteur concerné, de la branche, des accords collectifs, mais également du taux et du nombre de jours d'arrêt et de pouvoir justement de faire des simulations, d'auditer la situation pour évaluer le risque et ensuite de pouvoir déterminer les bonnes provisions à faire. Un grand merci, Caroline, pour cet état des lieux très complet. Donc, affaire à suivre de très près. Il sera évidemment question de nouveau de ce point lors de la présentation des actualités sociales du 18 janvier prochain. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue comptable? Alors, difficile de rien faire en tout cas, malgré les incertitudes. Il y a quand même bien un passif qui, évidemment, devrait être pris en compte dès la clôture 2023.
un passif évidemment au cas par cas, hein, selon l'analyse des risques qui va devoir être menée par l'entreprise et qui est propre à celle-ci. Elle est donc essentielle parce que c'est cette analyse qui va permettre de contribuer à l'évaluation de la meilleure estimation de la sortie de ressources à la clôture. Donc, est-ce qu'on va passer une dette? Est-ce qu'on va passer une provision? À ce stade, les débats sont toujours en cours, hein, notamment à la CNCC. Une dette pourrait devoir être comptabilisée au passif en contrepartie des charges de personnel, notamment pour les personnes qui sont toujours présentes dans l'entreprise et qui ont été ou qui sont donc en congé maladie sur la période. Et en complément, une provision pour le montant qui, lui, n'est pas certain, mais tout de même probable. Donc, analyse. En revanche, ce passif, il est à comptabiliser immédiatement à la clôture en résultat d'exploitation comme un changement d'estimation. Donc, je le répète, hein, bien entendu, c'est primordial de faire cette analyse et aussi, bien sûr, de mentionner en annexe toutes les hypothèses qui sont sous-jacentes à cette analyse, notamment la rétroactivité, le délai de prescription, les salariés qui sont concernés, si le calcul a été effectué salarié par salarié ou alors plus globalement. Je vous propose le dernier point d'attention pour la clôture et encore un sujet important, mais presque finalement tous les ans, les tests de dépréciation. Alors tout d'abord, Nathalie, un petit rappel de méthodologie. Alors oui, un actif est testé donc de manière isolée ou regroupé avec d'autres actifs s'il n'y a pas d'avantage économique autonome. Par exemple, c'est le cas d'une marque ou d'un fonds commercial. Donc que cet actif soit testé de manière autonome ou regroupé, la méthodologie reste la même. Une dépréciation est nécessaire lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur comptable. Donc pour rappel, la valeur actuelle est la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage. Si on a la valeur vénale qui correspond au prix du marché conclu dans le cadre d'une transaction, donc à des conditions normales, et que celle-ci est supérieure à la valeur nette comptable, le test s'arrête là et aucune dépréciation n'est comptabilisée. En revanche, si la valeur vénale est inférieure à la valeur nette comptable, alors le test se poursuit avec le calcul de la valeur d'usage, puisque le PCG retient une dépréciation sur la base de la valeur la plus élevée entre les deux. Donc, pas de nouveauté comptable sur le sujet, mais Thibault, là, une nouveauté fiscale, justement, qui va dans le sens d'une meilleure connexion entre comptabilité et fiscalité, avec notamment la prise en compte de la valeur d'usage. Effectivement, lors d'un arrêt fin 2022, le Conseil d'État est venu préciser sa position justement sur la prise en compte ou non de la valeur d'usage. Donc, ce qui est nouveau dans cet arrêt, c'est qu'on va avoir une connexion fiscale et comptable, comme tu le disais, qui se fait, qui est aujourd'hui consacrée par le Conseil d'État. L'effet de l'espèce, en synthèse, c'était une CELARL avec des radiologues. Et dans la mesure où les radiologues sortants avaient de plus en plus de mal à vendre leur part dans la CELARL au fur et à mesure des années du fait de la désertification médicale, la société s'était dit qu'il pouvait passer une provision pour déprécier le fonds de commerce du fait de la difficulté que les associés avaient à sortir et à vendre. Et donc la question qui était, c'était de savoir est-ce que cette baisse de la valeur vénale pouvait justifier une provision, et donc si cette provision pouvait être considérée comme déductible. Donc ce qu'a dit le Conseil d'État, c'est qu'il fallait donc prendre en compte la valeur actuelle et donc prendre en compte la valeur vénale qu'ils avaient bien prise en compte, mais également la valeur d'usage. Or, au cas présent, les dividendes et les bénéfices de la société n'avaient pas subi de baisse. En fait, la société avait le même chiffre d'affaires, le même rythme de distribution des dividendes, et en d'autres termes, la valeur d'usage en elle-même ne baissait pas. Donc, le Conseil d'État a considéré que dans la mesure où il n'y avait pas de baisse de valeur d'usage, quand bien même il y avait une baisse de valeur vénale, il n'y avait pas de raison de passer une provision déductible sur ce fonds de commerce. Donc, la portée de cet arrêt est la suivante, c'est que
le Conseil d'État consacre le fait que pour que la provision soit déductible, il faut respecter les données comptables, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait été régulièrement dotée en comptabilité pour qu'elle soit potentiellement déductible fiscalement. Et ça s'applique au cas du fonds de commerce, mais ça s'applique également à d'autres actifs qui pourraient être dépréciés. Et après, si on en revient au fonds de commerce et sur la valeur d'usage et la valeur vénale, on a un oubli de la jurisprudence passée qui faisait référence à la valeur probable de réalisation qui n'était pas clairement définie, mais qui, au vu de la jurisprudence passée, s'approchait plus de la valeur vénale. Or, aujourd'hui, on a une vraie référence du Conseil d'État à la valeur d'usage, et donc il adviendra par la suite au Conseil d'État de développer ce qu'il entend par la valeur d'usage, comment on doit l'appréhender, parce que jusqu'à présent, la position de l'administration et du Conseil d'État était de considérer que ce type de provision fondée sur des flux futurs était assimilable à une provision pour manque à gagner, et donc n'était pas déductible fiscalement. Donc effectivement, il y a une vraie nouveauté, il va falloir bien faire attention à ce que comptablement on respecte toutes les conditions pour pouvoir passer la provision, pour que fiscalement derrière, on puisse la déduire. Donc une jurisprudence vraiment très très importante parce que là, elle s'attache au fonds de commerce, mais elle peut aussi s'attacher à d'autres dépréciations d'actifs. Hein, et on pense notamment aux ensembles immobiliers puisque le secteur est aussi en crise en ce moment. Enfin, pour terminer notre volet sur les points d'attention sur la clôture, donc la mise en œuvre donc, de ces tests de dépréciation et la prise en compte des conditions macroéconomiques. Hein. Donc quel impact ces conditions sur les tests cette année, Nathalie ? Alors, il faudra en particulier tenir compte de l'inflation qui reste soutenue. Donc 5,6% en 2023, 3,2% en 2024 selon les projections de la BCE versus 9,2% en 2022. Et qui impacte forcément les flux de trésorerie à prendre en compte pour déterminer la valeur d'utilité. Comme par exemple les salaires, les coûts d'approvisionnement, mais également les marges opérationnelles à long terme. Par ailleurs, il existe un risque de continuation d'augmentation des prix, notamment sur le coût de l'énergie ou les coûts des matières premières techniques. Autant d'éléments qu'il ne faudra pas oublier d'ajuster dans les prévisions de flux. Par ailleurs, le renchérissement du coût de la dette avec l'augmentation des taux d'emprunt d'État a un effet mécanique sur le WACC qui, rappelons-le, est une composante capitaux propres, a une composante capitaux propres et une composante dette. Enfin, la volatilité accrue des marchés actions dans le contexte de hausse des taux d'emprunt d'État et l'incertitude face aux évolutions macroéconomiques a une incidence directe sur le taux de rendement attendu. Donc vous trouverez sur ce slide les taux de la zone euro au 30 novembre comparés à ceux du 31 décembre de l'année dernière. Alors, en conclusion, en cette clôture encore incertaine, donc il est vraiment utile d'élargir les fourchettes des tests de sensibilité. Et là encore, je le répète, fournir toutes les informations en annexe, notamment sur les différents scénarios qui auraient pu être utilisés. Voilà, donc nous en avons terminé de cette première partie sur les points d'attention sur la clôture. Donc je vous propose de passer au second volet donc, de cette conférence et avec un focus vraiment particulier sur ce nouveau règlement de la modernisation des états financiers, un règlement d'ampleur, on va le voir. Donc j'ai une première question. Pour Géraldine, quel était l'objectif de ce projet ambitieux ? Alors, l'objectif initial de ce projet était de simplifier et de faciliter la digitalisation des états financiers. Essentiellement, les objectifs, c'était de revoir toute la nomenclature des comptes, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des libellés un peu anciens, de revoir aussi les modèles d'états financiers, parce que là aussi, ils étaient relativement anciens et nombreux, et de réorganiser toute la partie du PCG consacrée à l'annexe, afin notamment de pouvoir avoir une information systématique digitalisée dans l'annexe des comptes. Cela a été fait et par ailleurs, au cours de ces travaux, se sont rajoutés deux autres objectifs importants, à savoir redéfinir le résultat exceptionnel et supprimer la technique du transfert de charges. Alors justement, c'est ce qu'on voit à l'écran, donc c'est donc le programme. Donc quelles sont les principales dispositions ? Tu viens de le répéter. Donc la nouvelle définition du résultat exceptionnel,
la suppression de la technique des transferts de charges. On verra aussi s'il y a des impacts en matière de fiscalité. Voilà, je vous propose tout de suite de voir cette fameuse nouvelle définition du résultat exceptionnel et pourquoi d'ailleurs une nouvelle définition du résultat exceptionnel. Donc le résultat exceptionnel était défini de deux façons différentes. Dans le code de commerce, avec une définition qu'on pourrait appeler conceptuelle, indiquant que sont inscrites dans le résultat exceptionnel toutes les opérations dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante. Et dans le plan comptable général, on avait une définition qui va être considérée comme plus prescriptive, faite par des numéros de compte, avec les comptes 67 et 77, et qui donnait finalement une inscription dans le résultat exceptionnel de façon systématique par nature de charge. Alors, les entreprises de façon récurrente utilisaient soit les listes le plan de compte du PCG, soit certaines, notamment celles qui font des comptes en IFRS, des comptes consolidés en IFRS, avaient une approche un petit peu différente pour définir ces opérations. Donc on s'est rendu compte de tout ça et on s'est dit qu'il était temps d'avoir une définition unique et plus conceptuelle pour tout le monde. Donc on oublie le plan de compte, si je résume. Et donc on voit ici sur le slide cette nouvelle définition du résultat exceptionnel. Donc quelle est-elle ? Donc ce sont les produits et les charges qui sont directement liés à un événement majeur et inhabituel. Alors je pèse mes mots parce que chaque mot est important. Donc ce qui est important au premier plan, donc, c'est l'événement. Quel est-il ? Est-ce qu'il est majeur ? Est-ce qu'il est inhabituel ? Les conditions sont cumulatives. Alors, qu'est-ce qu'un événement majeur ? C'est un événement dont les conséquences sont susceptibles d'avoir une influence sur le jugement des utilisateurs des états financiers et aussi sur la prise de décision. Alors, en tant que comptable, on pense souvent aux informations significatives. Ce n'est pas forcément toujours une information significative d'un point de vue chiffré. On peut avoir des éléments majeurs, par exemple, qui devraient être pris en compte. Par exemple, la perte d'un client qui, à la clôture, n'est pas forcément un compte très significatif, mais pourrait s'avérer significatif pour la poursuite de l'activité, par exemple. Deuxième condition, il faut que l'événement soit inhabituel. Inhabituel, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, ça veut dire qu'il n'est pas lié à l'exploitation normale et courante de la société. Donc déjà, il faut se poser cette question de l'exploitation courante et normale. Néanmoins, l'ANC quand même nous facilite la tâche puisqu'elle apporte une présomption. Présomption donc pour qualifier un événement d'inhabituel. Donc un événement est inhabituel quand un même événement ne s'est pas produit au cours des derniers exercices et qu'il est aussi peu probable qu'il se reproduise au cours des prochains exercices. Donc là, c'est vrai que tout ça, ça demande quand même, comme tu le disais Géraldine, une certaine analyse et un jugement, puisqu'on est vraiment dans le conceptuel. Troisième pierre, donc le fait de prendre en compte les produits et charges directement liés à cet événement majeur et inhabituel. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne prend que les produits et les charges qui n'auraient pas été constatés en l'absence de cet événement. Donc, on ne prend que ce qui vient en plus, en fait. Donc, ça veut dire, par exemple, que lorsqu'on a une indemnité d'assurance qui viendrait, par exemple, couvrir des frais en lien avec l'exploitation, donc seuls les produits et les charges qui sont en dehors de l'exploitation peuvent être comptabilisés dans le résultat exceptionnel. Donc ça, c'est le premier volet de cette définition. Et puis, on a quand même gardé quand même quelques éléments qui sont par nature exceptionnels. Et ceux-là, on les retrouvera toujours en exceptionnel. Donc, il n'y a pas besoin de faire une analyse. Ce sont donc notamment les produits et les charges qui sont liés à la législation fiscale. On pense aux amortissements dérogatoires, aux provisions réglementées, comme pour la provision pour hausse des prix notamment. Les changements de méthode quand il s'agit de passer par résultat et les corrections d'erreurs. Alors maintenant qu'on a vu la définition, on voit que l'ANC apporte un certain nombre de précisions. Alors première précision, il faut savoir que cette définition, elle s'applique tant aux comptes annuels
compte consolidé, puisque depuis un certain temps, on a bien compris, l'ANC le martèle au fur et à mesure des règlements. Finalement, en l'absence de dispositions particulières des règlements sur les comptes consolidés, ce sont les dispositions du PCG qui s'appliquent même pour la consolidation. Alors, cependant, on pourrait avoir quand même, puisqu'on n'a pas forcément la même granularité entre une société et le groupe, on pourrait quand même avoir des différences de traitement. Par exemple, une société qui aurait des coûts de restructuration une année sur un événement qu'elle qualifierait cette restructuration d'événement majeur et inhabituel, devrait être comptabilisée en résultat exceptionnel au niveau de cette entité. En revanche, au niveau du groupe, on pourrait imaginer que ce n'est pas forcément un événement majeur et inhabituel, dans la mesure où le groupe pourrait être amené à connaître, de par sa surface, des restructurations de manière plus récurrente. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, concernant les événements, donc des précisions pour s'y retrouver au fur et à mesure du temps. Notamment, quand on a qualifié un événement de majeur et d'inhabituel et qu'on a comptabilisé les produits et charges qui étaient liés donc à cet événement en résultat exceptionnel, il faut savoir que sur les années d'après, s'il y a toujours des effets comptables en lien avec cet événement majeur et inhabituel, ils vont continuer à être comptabilisés les années suivantes dans le résultat exceptionnel jusqu'à l'extinction des conséquences. Autre point important, c'est que, alors je le répète encore, donc analyse, jugement, donc ça veut bien dire que l'analyse, elle va être différente d'une entité à l'autre, donc on pourrait qualifier le caractère habituel ou pas en fonction de l'activité normale de la société. Donc on peut donner par exemple les litiges. L'ANC donne dans son règlement énormément de guidance à laquelle on peut se référer. Et notamment un litige pourrait être considéré, selon le type de litige, commercial ou pas, pourrait être considéré comme majeur et inhabituel ou pas. Enfin, un même événement pourrait lui aussi changer de nature et perdre notamment son caractère majeur et inhabituel. Et l'ANC donne l'exemple d'une opération de mécénat qui, la première année, serait réalisée par une entreprise. Donc, ce serait une opération effectivement exceptionnel, majeur et inhabituel, donc dont les coûts passeraient en exceptionnel. Et puis finalement, dans le cadre d'une mise en place de ces opérations de mécénat, l'entreprise déciderait donc de poursuivre ses actions de manière plus récurrente. Alors, même si auparavant on avait classé les produits et les charges, enfin surtout les charges, en exceptionnel, on pourrait finalement changer de vue et donc passer les années suivantes les charges en exploitation. Alors en pratique, donc il y a beaucoup d'exemples, beaucoup d'exemples. En pratique, quelques exemples, donc désengagement ou désinvestissement, abandon d'activité, donc a priori des événements, je dis a priori, avant jugement des événements majeurs et inhabituels, l'expropriation, cyberattaque, catastrophe naturelle. Bon, quoique. Et ce qu'on observe quand même, c'est quelque part en fait que le résultat exceptionnel, il va quand même devenir a priori de plus en plus léger. Pourquoi ? Parce qu'on le voit là sur la colonne de gauche, il y a énormément d'éléments qui, aujourd'hui au niveau du plan de compte, se trouvaient absolument dans le résultat exceptionnel. Exemple, les cessions d'IMO, donc 775, 675 pour les comptes. Les subventions d'investissement, notamment. Donc, ce sont des éléments qui ne sont plus prévus en exceptionnel et qui ne pourront y être que si les produits et charges sont liés à un événement majeur et inhabituel. Point d'attention notamment sur les cessions d'IMO, puisqu'on les retrouve désormais à 3 niveaux du compte de résultat, en exploitation, en financier ou en exceptionnel. Exceptionnel, comme je le disais, si c'est lié à un événement majeur et inhabituel. En exploitation, si ce n'est pas le cas,
ou en financier, notamment pour les titres de participation qui seraient cédés. Autres éléments qui ne sont plus dans le résultat exceptionnel, notamment, bon, évidemment, les achats-ventes, hein, puisque ça fait directement partie de l'activité normale et courante. Les pénalités sur marché, vous savez, c'était aussi un compte exceptionnel. Les dons et mécénats, et puis les aides, remboursements, indemnités directement liées, qui seraient, même si elles sont donc en lien avec un événement majeur et inhabituel, mais si ces aides sont reçues en compensation de charges d'exploitation, alors il y a une symétrie qui s'applique, et donc ces aides seront elles aussi comptabilisées en exploitation. Alors, qu'est-ce qui nous reste finalement dans le résultat exceptionnel? Quand même, si dans le cadre d'une provision notamment, qui aurait été, donc des charges auraient été comptabilisées dans le résultat exceptionnel, il faut savoir que dans le suivi de cette provision, donc les charges qui sont réellement encourues et la reprise ultérieure de la provision, c'est maintenu en résultat exceptionnel. Donc, Géraldine, est-ce que, voilà, on a beaucoup d'exemples quand même qu'on vient de voir. Est-ce qu'il faut s'y référer pour comptabiliser ces événements exceptionnels? Comme tu viens de le dire, c'est vraiment une définition conceptuelle qui fait appel au jugement du préparateur. Donc, on a donné des exemples, mais surtout, on a donné en infraréglementaire une démarche d'analyse pour déterminer ce qui peut être un événement majeur et inhabituel. Les événements majeurs et inhabituels peuvent différer d'une entreprise à l'autre, d'une entité à l'autre. Aussi, c'est pour ça que les exemples sont là qu'illustratifs et qu'on n'a pas voulu aller plus loin parce qu'on a eu des demandes aussi de est-ce que le majeur, on ne peut pas mettre un montant, et on s'est rendu compte que c'était très variable selon les entités. Donc ces exemples sont purement illustratifs et surtout, il incombe à l'entité de faire vraiment sa démarche d'analyse pour savoir s'il s'agit bien d'un événement majeur et inhabituel et de faire appel au jugement. Vous avez d'ailleurs dans l'annexe de votre support un arbre de décision qui est tiré du règlement pour vous permettre effectivement d'analyser en fait les faits et circonstances. On passe à la deuxième... alors, attendez. Hop, ah oui, toujours sur le résultat exceptionnel, effectivement, changement de présentation. Donc, au niveau du compte de résultat, donc, on a une présentation très synthétique, en 2 lignes, avec les produits d'un côté exceptionnels, les charges exceptionnelles et le résultat, alors qu'auparavant, on avait opérations de gestion, etc. Donc, tout ça par nature. Bon, en fait, cette modification émane de la directive comptable. On est à la suite de la transposition de la directive comptable européenne de 2013. Alors, en contrepartie de cet allègement du compte de résultat, en revanche, il y a beaucoup d'informations qui, au contraire, doivent être présentées en annexe. Tout d'abord, la nature des produits et charges qui sont inscrits en résultat exceptionnel au cours de l'exercice. Et il faudra distinguer les produits et charges qui sont directement liés à un événement majeur et inhabituel, et puis les autres qui sont plus par nature, comme les écritures d'origine purement fiscale, les changements de méthode et les corrections d'erreurs. Et ensuite, concernant chaque événement qui aurait été analysé comme étant majeur et inhabituel, la description de l'événement, les montants qui sont déjà inscrits au cours des exercices antérieurs, et évidemment la nature des produits et des charges qui sont inscrits au cours de l'exercice. Alors, je vous propose donc de passer à la deuxième... attendez, hop, excusez-moi, j'ai un petit... Voilà. À la deuxième disposition importante, en fait, de ce nouveau règlement, qui est la suppression de la technique du transfert de charge. Alors, une question très simple, Géraldine, pourquoi avoir supprimé cette technique ? Alors, cette suppression de la technique du transfert de charge est venue un peu par incidence. Quand nous avons travaillé sur les états financiers, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une diversité de pratiques et que finalement, cet agrégat transfert de charge au compte de résultat, on savait plus
plus personne ne savait véritablement ce qu'il représentait. Donc il y a eu un consensus, mais alors général, à la fois autant des préparateurs, des commissaires aux comptes, pour supprimer cette technique, à condition de préciser clairement comment comptabiliser les principales transactions qui étaient incluses dans ce magma au final. Donc c'est ce qu'on a fait, en précisant clairement que pour tout ce qui est la mécanique du compte pivot de transfert de charges entre comptes, on vient créditer le compte de charge initialement utilisé. On précise également que pour les frais d'émission, on utilise un compte de dotation spécifique. Pour les refacturations, là, on est vraiment clairement passé dans du produit, des activités annexes. On considère que c'est vraiment du produit. Et les remboursements reçus directement en compensation de charges de personnel, on vient créditer le compte de personnel spécialement créé. Et pour les indemnités d'assurance, il y a des comptes ad hoc en fonction de la nature de l'indemnité, de ce que couvre l'indemnité d'assurance. Donc voilà, on a essayé de clarifier, on n'a pas visé sans doute tous les cas d'utilisation du compte de transfert de charges, mais les principaux, parce que c'est vrai qu'antérieurement, il y avait ces comptes existaient, mais leur utilisation n'était pas vraiment précisée. Donc, on vient combler ce vide antérieur. Alors, ce qu'on retient quand même, c'est qu'effectivement, ce compte pivot, donc on peut utiliser les comptes en mettant un neuf et créditer un compte de charge. C'est quand même assez novateur. Voilà. Ça avait commencé avec le Covid, hein, on s'en souvient, et le remboursement des aides. Donc, et puis, deuxième chose en fait aussi à retenir, c'est concernant les frais d'émission d'emprunt. Donc, un des changements aussi de modernisation, c'est quand même de finalement considérer qu'il va s'agir plutôt d'une charge financière plutôt qu'une charge d'exploitation comme aujourd'hui. Voilà. Alors maintenant, je me tourne encore vers Thibaut. Donc maintenant qu'on a vu les principales dispositions de de ce nouveau règlement, est-ce que ces dispositions auront des impacts point de vue fiscal ? En fait, à partir du moment où on fait référence à la comptabilité, effectivement, fiscalement, on pense à la CVAE et à la participation des salariés. S'agissant de la CVAE, l'impact sera limité compte tenu de sa suppression potentielle, mais on se rapproche de plus en plus de sa fin. On n'a jamais été aussi proche. Mais donc, la CVAE est censée avoir un terme, et d'ici là, effectivement, on se dit que tout ce qui n'est plus en exceptionnel sera pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, même si, d'ores et déjà, la jurisprudence et l'administration avaient pris le parti d'inclure des charges exceptionnelles, et notamment, on pense à des gains ou pertes sur des cessions d'immobilisation. Il y avait un arrêt célèbre sur les plus-values réalisées par les clubs de football qui étaient considérées comme étant des opérations courantes et donc qui devaient rentrer dans le calcul de la CVAE. Et pareil pour le calcul de la réserve spéciale des salariés qui fait référence pour la partie valeur ajoutée au résultat courant et donc avec l'impact que l'on va avoir sur le fait de prendre des données de l'exceptionnel qui maintenant seront dans le résultat courant, pourront jouer sur le calcul de réserve spéciale de participation. Merci Thibaut. Donc, vous voyez à l'écran donc maintenant les autres dispositions dont Géraldine a parlé dans le projet, qui était effectivement de moderniser, digitaliser, etc. Donc le plan de compte, il a aussi beaucoup maigri, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de comptes qui étaient obsolètes et qui ont été supprimés. En revanche, s'il y a un besoin quand même nécessaire de créer, puisqu'on est au cas par cas, de créer une sous-catégorie, c'est possible. Et puis, autre élément quand même très important qui était demandé, c'est le tableau de passage entre le plan de compte et les états de synthèse. Les modèles d'état financiers, effectivement, ils ont été réduits et vous verrez en annexe, on vous a mis les états qui sont désormais utilisables. Et puis, une nouvelle présentation des informations en annexe, sans modification vraiment sur le fond, mais plutôt sous forme de tableaux, avec des tableaux qui sont vraiment obligatoires et d'autres qui seront plutôt utilisés, qui ont plutôt un caractère plutôt indicatif. Voilà, maintenant qu'on sait tout sur ce fameux règlement, comment est-ce qu'on va l'appliquer? Quelles sont les modalités de première application?
Oui, alors tout d'abord, c'est un règlement de 2022 qui sera homologué a priori avant Noël, c'est-à-dire qu'il pourra s'appliquer pour l'exercice 2023, mais sinon son application est obligatoire à compter 2025. C'est un règlement qui prévoit à la fois des changements de méthode comptable et après de changements de présentation des états financiers. Classiquement, quand il y a un changement de réglementation, c'est un changement de méthode comptable, on est sur une application rétrospective. Ici, les changements de méthode comptable concernent le résultat exceptionnel et le transfert de charges. Les changements de format de présentation, ça concerne la suppression de certains modèles et la suppression du système de base et du système, la mise à jour des états financiers du système de base est abrégée. Toutefois, on a choisi des mesures d'application qu'on va dire pragmatiques, afin d'éviter de se retrouver à refaire l'exercice N-1. Ce qui veut dire qu'en pratique, le règlement s'applique pour l'exercice N, sans emporter de conséquences sur l'exercice N-1. Ce qui veut dire, si on prend le cas du résultat exceptionnel, l'année N de première application du règlement, l'entité devra appliquer la nouvelle définition du résultat exceptionnel et donc comptabiliser ses opérations au regard de cette nouvelle définition. En revanche, pour son année N-1, on ne va pas lui demander de retraiter ce qu'elle avait comptabilisé en résultat exceptionnel au vu de nouveaux règlements. Ce qu'elle fera, c'est qu'elle pourra, elle ne va pas le retraiter, elle pourra soit mentionner sur son bilan dans la colonne N-1 en charges et produits exceptionnels les effets de l'année d'avant, enfin les montants comptabilisés l'année N-1. Si c'est trop détaillé, elle pourra aussi donner de l'information dans l'annexe. Donc voilà, ça s'applique de façon prospective pour les nouveaux événements à compter de N. En revanche, comme l'a dit Christelle tout à l'heure, si en N-1, j'ai eu un événement j'ai eu des éléments qui ont été comptabilisés en exceptionnel et qui correspondent toujours à la définition de N, je continuerai à les mettre en exceptionnel. Pour les transferts de charges, c'est pareil, on a proposé de reclasser les opérations, les montants comptabilisés en N-1 dans la catégorie transfert de charges, de les mettre sur une ligne dépréciation et reprise de provision. On a essayé de faire des modalités d'application pragmatiques pour faciliter la vie des entreprises, pour leur permettre d'anticiper d'une part ce règlement, parce que ça implique un changement de plan de compte, de modèle d'état financier, ça implique quand même, ça a des incidences sur les applicatifs informatiques. Donc on a essayé de faire simple, et bien entendu, si l'entité en a besoin, elle pourra toujours donner de l'information complémentaire dans l'annexe des comptes, et notamment, on précise que si elle le juge utile, elle pourra donner le bilan N-1, enfin le bilan et compte de résultat N-1 tel que comptabilisé, présenté l'année dernière. Merci Géraldine. Juste pour terminer, en fait, une information, puisque ce règlement, il était donc à destination des entreprises industrielles et commerciales, et puis il y avait de nombreuses adaptations qui ont dû être réalisées cette année. Donc on parle du règlement 2022-06, mais vous avez aussi un autre règlement qui est sorti cette année, qui va adapter donc la modernisation aux différents secteurs. Je vous laisse voir si vous êtes concernés. Alors une dernière question pour toi, Géraldine, est-ce qu'il est prévu une modification de la liasse fiscale et si oui, dans quel délai ? Alors, lors de l'élaboration de ce règlement et avant la validation par le collège, nous avions consulté l'administration fiscale, aussi bien la DLF que les services de la gestion fiscale, pour savoir s'il y avait des incidences particulières sur ce texte et leur demander s'ils procéderaient à une modification de la liasse fiscale, de la présentation de la liasse fiscale. Il nous a été répondu qu'il n'y avait pas d'objection sur le fond à modifier la liasse fiscale. En revanche, il fallait qu'on fasse en amont tout le travail qui a été fait cette année, c'est-à-dire de mise en coordination avec les autres règlements, puisque la liasse fiscale est unique, quelles que soient les entités. Ça a été fait. Donc, l'administration fiscale nous avait indiqué s'engager à retravailler sur la liasse fiscale à partir du moment quand le règlement serait homologué, donc il va être homologué fin 2023. Début 2024, on va se rapprocher encore des services fiscaux pour les solliciter, mais il n'y avait pas d'objection fondamentale à une modification de la liasse fiscale. Il y avait bien entendu une demande de conserver dans les tableaux annexes, de retrouver le même niveau d'information qu'il y a aujourd'hui. D'accord, donc en fait, on est prêt, là, on peut l'appliquer.
Merci Géraldine. Donc je rappelle, donc application obligatoire 1er janvier 2025, mais homologation qui va arriver normalement d'ici le 31 décembre, donc possibilité de l'appliquer selon les modalités transitoires, de première application qu'on vient de voir, dès cette clôture. Voilà, je vous propose de passer donc à la troisième partie de notre conférence sur les nouveaux règlements ANC. Vous voyez, ils sont quand même relativement nombreux. Et passons tout de suite à la réforme fiscale internationale, donc appelée Pilier 2. Thibault, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui. Alors, déjà, à titre introductif, sur Pilier 2, nous reviendrons dessus dans la formation qui aura lieu le 16 janvier prochain pour rentrer un peu plus dans le détail. Mais l'idée ici, c'est de vous donner les grands principes, le champ d'application et quelques modalités d'application qui ont été mises en place par l'administration et le gouvernement. Donc, qui est concerné par Pilier 2 ? Donc, Pilier 2, c'est un objectif de pouvoir assurer une imposition mondiale minimum de 15% pour les groupes multinationaux et nationaux de grande taille dans l'Union européenne. Donc les entreprises concernées sont celles qui ont un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 750 millions et qui ont également un TEI, donc taux effectif d'imposition, dans une juridiction ou un territoire qui est inférieur à un minimum de 15%. Dans ce cas-là, les sociétés et donc le groupe peut être amené à régler un impôt complémentaire qui est en principe dû par la mère et selon quelques modalités qui peut être aussi payé par les entités constitutives du groupe. Donc ça, ce sont les règles globales de Pilier 2. Mais pour autant, on a un dispositif transitoire avec un régime de protection temporaire sur 3 ans qui a été mis en place sur la base des recommandations OCDE fin 2022. Et il y a 3 conditions alternatives qui sont 3 tests. Donc ces 3 tests sont détaillés sur la slide et ils concernent à la fois donc, le test des minimis simplifié qui fait référence au CBCR qualifié. Donc on va regarder à la fois le chiffre d'affaires total d'un territoire ou d'une juridiction considérée et également le bénéfice avant impôt de ce même territoire et juridiction. Donc comment on fait ? On va regarder entité par entité, et on va sommer les résultats de ces entités qui appartiennent à une même juridiction, à un même territoire. Le deuxième test, qui s'appelle le test du TEI simplifié, et donc on va regarder les impôts couverts simplifiés et le bénéfice avant impôt, et on va regarder s'il est supérieur à un montant de 15% en 2024, 16% en 2025 et 17% en 2026. Et enfin, le dernier, qui est le test de profit de routine, on regarde les bénéfices liés à la substance par rapport aux bénéfices avant impôt. Donc on va prendre en considération les actifs et aussi le personnel pour ce dernier test. Si aucun des tests n'est rempli, dans ce cas-là, il va y avoir un impôt complémentaire. Et à l'inverse, si un seul des tests est rempli, il n'y aura pas d'impôt complémentaire au niveau de cette juridiction. Donc, ce régime de protection temporaire s'applique aux exercices ouverts jusqu'aux exercices ouverts au plus tard au 31 décembre 2026 et clos au plus tard le 30 juin 2028. Pour autant, aujourd'hui, les entreprises poussent pour faire en sorte que ce régime de protection temporaire soit appliqué de manière définitive parce que le mécanisme de Pilier 2 est un mécanisme très lourd pour les entreprises et ces protections temporaires permettent des systèmes de calcul simplifiés et donc ils aimeraient que ça soit appliqué sur le long terme. Dès 2023, il n'y aura pas d'impôt complémentaire, mais en revanche, il y a des déclarations d'information qui sont dues dès 2023, une information à la fois qualitative pour savoir quels territoires ou juridictions peuvent être concernés par ces tests et pour lesquels il pourrait y avoir un impôt complémentaire qui serait dû, et également une information quantitative si on est en mesure de déterminer quel est l'impôt justement dans ces territoires concernés. Alors merci Thibault. Donc du côté de l'ANC, un nouveau règlement aussi, parce qu'il y avait effectivement des effets induits par cette nouvelle réforme fiscale internationale, donc avec des questions qui se posaient au niveau des impôts différés. Donc le nouveau règlement, il prévoit
une exception en fait définitive obligatoire à la comptabilisation des impôts différés liés à l'application de pilier 2. Donc pas d'impôts différés à comptabiliser. En revanche, en contrepartie de cette exception, l'annexe des comptes consolidés, là aussi elle devra mentionner distinctement l'information, vous le voyez ici sur le slide, sur la charge d'impôt comptabilisée en application de ce dispositif. Ça c'est plutôt à partir de 2024 quand on sera en régime de croisière. Et pour ce qui est de la clôture 2023, aujourd'hui, dans la mesure où la loi de finances pour 2024, elle devrait être votée d'ici la fin de l'année, il faudra aussi donner en annexe des informations spécifiques. Alors quelles sont-elles ? Comme tu viens de le dire, là, des informations qualitatives sur le risque d'exposition à l'impôt minimum mondial, les entités concernées, les principales juridictions dans lesquelles le groupe est exposé. D'ailleurs, vous avez en annexe une liste de ces juridictions, complétée par des informations quantitatives qui, si elles sont disponibles, doivent être aussi mises dans l'annexe, notamment la proportion des bénéfices d'une entité qui pourrait être soumise à l'impôt minimum mondial, le taux d'imposition effectif applicable à ces bénéfices, et puis l'indication de la façon dont le taux effectif moyen de l'entité serait impacté si l'impôt minimum mondial était déjà entré en vigueur. Voilà. Et bien entendu, l'administration va revenir sur pilier 2 dans une doctrine administrative qui n'est pas encore sortie, mais qui devrait sortir premier semestre 2023. En tout cas, c'est les informations que l'on a. 2024. 2024, oui, pardon. Merci. Donc, passons maintenant à un sujet aussi qui était très, très attendu, le nouveau règlement sur les solutions informatiques et les contrats SaaS. C'est un règlement qui a été publié récemment et qui devrait être, lui aussi, homologué d'ici la fin de l'année. Donc Géraldine, quel était l'objectif en fait de ce projet ? Alors, ce projet a été lancé suite à diverses demandes provenant des parties prenantes pour voir si on ne pouvait pas transposer la décision prise par l'IFRS-IC en 2021. On a commencé à travailler sur ce sujet-là et très vite on s'est aperçu, puis il y a même une décision stratégique du collège, qu'il fallait qu'on recalibre notre projet pour travailler véritablement sur revoir les définitions des logiciels. On a élargi aux solutions informatiques, revoir toutes les dispositions que l'on avait dans nos textes français relatifs à ces logiciels, applications informatiques, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des dispositions assez vieillottes, qui étaient plutôt applicables pour des logiciels qui étaient sur une disquette. Enfin, c'est un peu caricatural, mais et donc de vous revoir si on ne pouvait pas avoir un traitement unique pour toutes ces solutions informatiques, qu'elles soient hébergées en interne, en mode SaaS ou pas. Et donc voilà, c'est ce travail qui a été conduit. Donc, merci Géraldine, c'est vrai que ça datait des années plutôt 80-90, effectivement. Donc Nathalie, est-ce que tu peux nous en dire plus, en fait, plus en détail sur ce que prévoit ce nouveau règlement ? Alors oui, le règlement prévoit la création d'une rubrique unique dans le PCG et à l'actif qui s'intitule « Solutions informatiques ». Donc cette rubrique regroupera les logiciels, les sites web et tous les développements informatique, quelles que soient les modalités d'hébergement, ce qui signifie y compris les coûts de développement autour d'une solution en mode SaaS. Rappelons que le mode SaaS, Software as a Service en anglais, consiste à externaliser des services informatiques auprès d'un fournisseur qui les met à disposition de la société via Internet. Quel est le traitement donc maintenant qui s'applique sur ces solutions ? Alors, les solutions informatiques seront obligatoirement comptabilisées en immobilisation incorporelle dès lors que les 6 critères d'activation seront remplis. Vous retrouverez ces 6 critères sur le slide qui sont proches de ceux des frais de développement actuels. Alors, les coûts. Alors, ici, on vous a mis les exemples de coûts activables et non activables. Il s'agit d'exemples qui figurent dans le règlement. Vous y verrez sans surprise que les coûts d'études préalables ne sont pas activables, les coûts d'accès aux services en mode SaaS ne sont pas activables non plus. En revanche, les coûts de configuration, paramétrage, adaptation ou modification du code source ou création de code additionnel doivent être activés dès lors que l'on remplit les 6 critères, et y compris
lorsque ces coûts de paramétrage et de configuration sont liés à une solution en mode SaaS. Donc, en synthèse, pour les entreprises qui comptabilisaient déjà ces coûts à l'actif, cela ne changera rien. En revanche, pour celles qui appliquent les IFRS, il reste une divergence entre les deux référentiels sur ce point. Donc, concernant les modalités de première application, il est prévu une application obligatoire de ce texte de manière prospective à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2024 pour tous les coûts engagés après la date d'application. Une application anticipée sera possible en 2023. Pour permettre un suivi des frais de développement qui correspondaient à des solutions informatiques, leurs coûts devraient être reclassés donc, pour leur valeur dette comptable et l'amortissement calculé sur la durée d'évaluation résiduelle. Merci Nathalie. Donc encore un règlement finalement qui, s'il est homologué donc, dès cette année, pourra être appliqué donc, dès cette année. Alors on passe à un autre règlement qui fait suite à une réforme des opérations de fusion et opérations assimilées. Alors, on ne vous a pas tout présenté ici aujourd'hui. On vous présente que les nouvelles opérations qui ont des impacts comptables. En revanche, il y a d'autres opérations, notamment en lien avec les fusions avec l'étranger, qui ne sont pas développées ici, mais vous pouvez retrouver à la fin donc, du support un article qui vous donne toutes les nouveautés. Alors, de quoi on parle ici? Donc, ces nouvelles opérations prévues par le Code de commerce, deux nouvelles opérations. La première, il s'agit d'une nouvelle fusion sans échange de titres. Vous connaissez donc les fusions sans échange de titres. En général, c'est quand la mère détient 100% de la fille ou alors quand on a une même société mère qui détient des sociétés sœurs qui sont détenues à 100%. Donc là, c'est un troisième cas. Quel est-il? Vous voyez le petit schéma sur l'écran. Donc, il s'agit donc du cas où l'absorbante et l'absorbé, ici les sociétés C et D, sont détenues par les mêmes associés et dans les mêmes proportions avant et après l'opération. Donc, on voit bien avant la fusion, A et B détiennent respectivement à 45 et 55% C et D. La société C absorbe la société D et on retrouve les mêmes pourcentages in fine de 55 et 45%. Alors, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue comptable? Donc là, l'ANC a considéré, un peu comme les fusions d'ailleurs entre sociétés sœurs détenues à 100%, que l'apport qui pouvait être dans ce cas, qui devait être dans ce cas comptabilisé à la valeur comptable, puisqu'on est quand même entre entreprises sous contrôle commun. Donc cet apport, qui pouvait être d'ailleurs soit positif, soit négatif, devait être comptabilisé en contrepartie du compte report à nouveau. Donc vous voyez un petit schéma, là je vous ai mis un exemple. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est chez la société donc bénéficiaire de l'apport, donc la société C. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de l'entité qui détient en fait les titres? Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas d'impact en résultat. Finalement, on va faire un cumul des différentes valeurs des titres qui étaient auparavant détenus. Donc, la valeur des titres C plus D devient la nouvelle valeur des titres C. Donc voilà, nouveau régime comptable, donc les conséquences, nouveau régime juridique. Les conséquences comptables sont connues. Alors maintenant, donc c'est pour des opérations qui sont, ah oui, je voulais le préciser, à partir du 1er juillet 2023. Est-ce qu'on est paré d'un point de vue fiscal, du coup, Thibault? Malheureusement, non. Le calendrier législatif n'a pas permis à l'administration de prendre position sur ces nouvelles fusions. Et donc, la position actuelle est la prudence. Il vaut mieux attendre d'avoir une position de l'administration sur l'éligibilité de ces opérations de fusion au régime de faveur avant d'activer un acte. Il est toutefois possible, et l'administration l'accepte, de demander par voie d'agrément à savoir si une opération à venir pourrait bénéficier de ce régime de faveur sans attendre la position de l'administration. Mais en dehors de ce cas du rescrit,
nous recommandons d'attendre la position de l'administration qui devrait permettre de bénéficier du régime de faveur, mais dans la mesure où ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, prudence pour l'instant. Donc, je passe à la deuxième opération, donc, qui est une opération qui s'appelle la scission partielle, en fait, donc, qui existait dans d'autres pays, mais pas en France. Donc, qu'est-ce que c'est que la scission partielle? Donc, ça ressemble donc à un apport, enfin, c'est un apport partiel d'actifs, mais pour lesquels les titres qui sont émis par la société bénéficiaire en rémunération de l'apport qu'elle reçoit ne sont pas donnés à la porteuse, contrairement à l'apport partiel d'actifs classique, mais peuvent être donnés directement à sa mère, dans une seule et même opération. Parce que vous savez que c'était possible de le faire jusqu'à présent, mais ça nécessitait de faire deux opérations. Tout d'abord, un apport partiel d'actifs, et ensuite, la porteuse donnant, donc c'est ce qu'on appelait l'apport-attribution, attribuant à sa mère les titres qu'elle avait reçus en rémunération de son apport. Donc voilà, donc on apporte une branche d'activité. La scission partielle, quelle est-elle? Donc M, vous le voyez sur le schéma, en fait, a apporté une branche d'activité à B. B a remis des titres qu'elle a donc émis en échange de l'apport qu'elle a reçu. Et au lieu de les donner à A, elle les donne directement à M. In fine, M a des participations dans les deux entités, et la société A et la société B. Donc, il y a eu scission partielle de la société A. Alors, comment est-ce qu'on comptabilise donc cette opération? Là aussi, donc, la contrepartie... alors là, il y a une émission de capital. Donc, déjà, l'apport, il faut forcément qu'il soit positif. Mais en revanche, la contrepartie de cet apport donc, sera comptabilisée en réduction des capitaux propres. Et là, en fonction de ce qui sera noté dans le traité d'apport, donc le traité de scission, donc très important. Si le traité, lui, est silencieux, alors dans ce cas, l'ANC prévoit une imputation donc, sur les comptes distribuables et puis, en dernier recours, la possibilité d'avoir un report à nouveau débiteur. Chez la détentrice, alors là, pas d'effet non plus d'impact résultat. Je parlais d'apport attribution. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au lieu d'avoir des titres A, elle va avoir des titres A et B. Et il va y avoir une répartition qui va être réalisée entre ces deux lignes de titres, donc en fonction des valeurs réelles de chacune. Vous allez trouver, enfin je vous fais grâce ici de l'exemple, mais vous le retrouverez en annexe de votre support. Alors une petite question quand même, Thibaut. Alors on a dit que ça ressemblait énormément à l'apport attribution. Donc qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui change et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Alors effectivement, ça nous rappelle ce qu'on appelle le 115.2, qui est effectivement ce mécanisme d'apport-attribution qui est prévu par les textes et qui prévoit notamment le bénéfice du régime de faveur. Donc on peut le faire sans avoir d'imposition des plus-values au niveau des sociétés donc, apporteuses et donc d'avoir cette opération de remontée de titres, des titres de B directement dans M. Et de la même manière que pour le précédent exemple, aujourd'hui l'administration ne s'est pas prononcée sur cette nouvelle scission. Et donc, de ce fait, il faut attendre les recommandations et la validation de l'administration fiscale pour être sûr qu'on va pouvoir bien bénéficier du régime de faveur, comme le 115.2 aujourd'hui le permet. Merci Thibaut. Donc on en a terminé de cette partie sur les évolutions réglementaires. Vous avez quand même en annexe en fait les nouveaux règlements sectoriels qu'on ne va pas développer aujourd'hui. Donc je vous propose de passer à la quatrième partie, une partie très très importante puisqu'elle concerne les enjeux climatiques et de durabilité. Encore avec une question pour toi Géraldine. Les enjeux environnementaux et la durabilité, donc ce sont des thèmes prioritaires de l'ANC. Quel rôle et quelles actions de l'ANC dans ce domaine? Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la semaine dernière est parue l'ordonnance transposant la directive CSRD. Et cette ordonnance modifie les compétences de l'ANC en lui donnant une compétence directe sur l'information en matière de durabilité, notamment une possibilité de donner des avis, des prises de position pour
les normes de durabilité établies au niveau européen ou international et également donner des avis pour tout texte français, législatif ou réglementaire, qui comporterait des dispositions relatives à la durabilité. Donc, globalement, en termes de gouvernance, le collège de l'ANC sera prochainement élargi pour intégrer cette nouvelle sensibilité durabilité et une nouvelle commission sera créée. Mais de toute façon, cette transposition directive ne fait que légitimer une pratique, un travail conduit par l'ANC depuis 4 ans. Travail conduit à plusieurs niveaux. Au niveau européen, nous avons un rôle très très actif au niveau de l'EFRAG. On participe au board de l'EFRAG, au tech de l'EFRAG. Et l'ANC a fortement contribué aux travaux d'écriture des ESRS. Au niveau international, bien entendu, on répond à toutes les consultations de l'ISSB et des autres organes. Donc, on est assez moteur sur ces sujets de durabilité. Au niveau national, la CSRD, pour l'instant, n'est pas applicable, on va dire, aux comptes sociaux des entreprises, enfin, à très peu de comptes sociaux d'entreprises françaises. Mais bien entendu, on veille à ce qu'il y ait toute une coordination avec les normes comptables nationales et on travaille surtout pour les normes comptables nationales sur les aspects prise en compte des dispositifs liés à la transition énergétique, au climat et tous ces dispositifs d'incitation. Donc c'est vrai que c'est un thème essentiel de notre plan stratégique pour les 3 ans. Ça va se traduire prochainement par, si je suis au niveau des ESRS, on va élaborer des guides d'application en français pour faciliter l'appropriation de ces normes par les entreprises. On va aussi également constituer un groupe de travail assez transverse qui va être, en fait, nous on ne parle pas de connectivité, mais on va parler de cohérence entre les reportings financiers et les reportings de durabilité concernant le climat. Et là, voilà, c'est faire un diagnostic comparatif entre ce qu'on a dans les normes comptables nationales, internationales et les ESRS sur les enjeux climat. Et pour savoir s'il faut compléter éventuellement les normes comptables ou pas. Et pour les normes comptables françaises, bien sûr, on continue là aujourd'hui, nous avons des travaux en cours sur des questions spécifiques sur la comptabilisation des C2E, mais ça devrait aboutir et ce groupe de travail sera aussi chargé de définir, de revoir les modalités comptables de prise en compte de diverses incitations à la réduction, à l'amélioration du climat, notamment des dispositifs de label carbone, comptabilisation des certificats carbone et tous ces sujets-là. Voilà. Oui. Donc ça va être actif sur les années à venir sur ces sujets-là. Oui, tu parlais donc crédit carbone, fonds carbone, et puis il y a tout ce dont on entend parler sur les contrats d'achat d'énergie verte, etc. Très bien. Alors, je vous propose donc de passer au premier sujet, justement sur les impacts potentiels sur les comptes dans un environnement où donc ces enjeux climatiques sont de plus en plus importants. Donc, Nathalie, quels sont les effets auxquels il faut s'attendre sur les enjeux climatiques sur les comptes ? Alors, ça va dépendre évidemment du secteur d'activité. Certains secteurs seront plus impactés que d'autres. Donc, par exemple, le BTP, l'automobile ou encore le secteur de l'énergie. Donc, sans commenter tout ce qui figure sur le slide, il est notamment essentiel de recenser les réglementations qui peuvent limiter l'usage de certains actifs, réduire la durée d'utilité ou leur valeur résiduelle, ou encore obliger à la remise en état de site. Donc, cela impactera directement les actifs corporels et pourra créer de nouvelles obligations à comptabiliser au passif. Et il ne faut évidemment pas négliger l'attente de plus en plus importante des clients, des banquiers, etc. sur ce sujet, avec pour corollaire de nouveaux indices de perte de valeur et des impacts sur les flux de trésorerie à refléter dans les tests de dépréciation. Donc de plus, les perspectives à long terme avec l'impact du réchauffement climatique, la nécessaire sortie des énergies fossiles fait se poser des questions également sur les projections de flux et la détermination de la valeur terminale. Donc là encore, l'information d'Adex est très importante sur les estimations et jugements qui ont été réalisés, donc les analyses d'impact, les hypothèses, les incertitudes ou encore des passifs éventuels. Donc, merci Nathalie. Et puis, en complément, et puis pour faire le lien avec le prochain sujet, l'annexe, elle pourrait aussi mentionner justement ce lien entre financier et extra-financier. Donc l'extra-financier, c'est en particulier
le projet de directive CSRD, hein, on a commencé à en parler, donc il vient d'être publié au journal officiel la semaine dernière, mais dont il faut quand même, à laquelle il faut quand même s'intéresser, hein, parce qu'effectivement, ce n'est pas applicable forcément pour tout de suite, mais néanmoins, on pourrait, même en tant qu'entreprise plus modeste, être concerné. Donc, pour nous en parler, Christophe Drevel, je te passe la parole, Christophe. Merci beaucoup et bonjour. En effet, nous allons aborder la thématique extra-financière avec deux réglementations clés, la CSRD et la taxonomie. Si vous souhaitez les connaître en détail, on a réalisé le 12 décembre un webinaire arrêté des comptes dédié justement à la CSRD et à la taxonomie. Donc, je vous engage à le revisionner. Aujourd'hui, en résumé, la CSRD s'inscrit dans le cadre du Green Deal européen. Ça a été publié au niveau européen, donc dans le journal officiel de l'Europe, le 16 décembre, et comme déjà dit, la semaine dernière, le 7 décembre, au niveau du journal officiel français, puisque ça y est, c'est transcrit via une ordonnance dans la loi française. Quel est son objectif? Il est double. Modifier la directive comptable pour rendre les rapports des entreprises plus transparents et comparables, et je rajouterais crédibles, et enfin normer l'information avec des normes, les ESRS, qui sont les normes de durabilité. Les normes ESRS sont le pendant des normes IFRS, mais pour l'extra-financier. Donc une vraie révolution. Les entreprises devront communiquer sur leurs impacts, les risques et les opportunités, et enfin les politiques, leurs politiques en matière de durabilité. Tout cela prendra la forme d'un rapport de durabilité, et je dirais même un état de durabilité, je dirais le parallèle aux états financiers, et cela sera intégré dans une section propre au sein du rapport de gestion. Enfin, la vérification de ce rapport de durabilité sera obligatoire via un commissaire aux comptes ou via un organisme tiers indépendant qu'on connaît déjà avec la déclaration de performance extra-financière. On peut alors se poser une question importante. Quand est-ce que la CSRD va être applicable? J'ai envie de dire dès maintenant, et son application sera progressive et commence donc dès maintenant, comme le montre justement le calendrier affiché à l'écran. En effet, on va retrouver plusieurs formes d'entreprises concernées à partir de 2024. Il y a des effets de seuil, on va en parler après. Donc ça commence par les grandes entreprises, viennent ensuite les PME cotées, et à plus long terme, ou plutôt moyen terme, les entreprises non européennes, comme le montre le calendrier présenté à l'écran. Les entreprises seront soumises en fonction de 3 critères qu'on retrouve dans la directive comptable, qui sont déjà connus: le chiffre d'affaires net, le total de bilan et le nombre d'employés. Donc sur ces 3 critères, il faudra en avoir 2 pour être soumis justement au rapport de durabilité dans son rapport de gestion. Donc la Commission a adopté une directive déléguée récemment où elle propose d'augmenter ces seuils de 25% pour tenir compte de l'inflation. Ces seuils modifiés sont ceux affichés justement sur la diapo qui était projetée. On a tenu compte justement de cette inflation et ça va être transcrit en droit français dans les semaines à venir, puisque les seuils vont être définis par les décrets qui devraient être publiés d'ici fin d'année. Pour les PME soumises à la CSRD, il va y avoir un jeu de normes complémentaires pour justement les aider à s'approprier ce sujet. Elles devraient sortir en 2024, voire 2025, si du retard est pris au niveau de l'organe qui gère ces sujets-là. Certes, l'application pour les PME cotées, c'est la communication 2027 sur les données 2026. On a encore un peu de temps, mais il faut s'y préparer. Et il y a quand même une possibilité pour les PME cotées de faire un report pendant 2 ans. Donc plutôt communication 2029 sur données 2028 au plus tard. Pour les PME qui ne sont pas cotées, elles ne sont pas soumises directement, mais elles vont être concernées de manière indirecte, puisque en fait, toute la chaîne de valeur va être impactée. Je donne un exemple. Les grands donneurs d'ordre, donc des grandes sociétés, une grande entreprise qui se retrouve soumise à la CSRD, va questionner ses fournisseurs et ses prestataires sur ces sujets RSE, sur ces sujets de durabilité, et notamment dans un premier temps les émissions carbone des produits et services fournis par la PME cotée. Donc le fameux Scope 3 pour justement la grande entreprise.
Un deuxième élément, ça va être la pression au niveau de la communication. Donc, c'est une communication volontaire de par la PME non cotée, puisque les parties prenantes comme les investisseurs et les actionnaires vont s'intéresser sur ces sujets-là et interroger et obliger les PME à communiquer sur leur durabilité de façon volontaire, donc soit de façon publique, soit via au donneur d'ordre, en bipartie, puisque ces sujets-là sont de plus en plus regardés. Cette exigence de la CSRD, donc à fournir un rapport de durabilité, inclut aussi la taxonomie verte. Dit autrement, toute entreprise soumise à la soumise à la CSRD va devoir réaliser l'exercice taxonomie verte. Donc cette taxonomie, qu'est-ce que c'est ? C'est une classification permettant justement de déterminer pour une entreprise, de déterminer si une activité peut être considérée comme durable. Pour cela, on garde 6 objectifs. L'atténuation au changement climatique, l'adaptation au changement climatique, un objectif lié à l'eau, un autre à l'économie circulaire, un autre sur la pollution et enfin un lié à la biodiversité. Donc, par rapport à ces 6 objectifs, l'entreprise va réaliser plusieurs étapes au nombre de 3. La première, c'est voir par rapport à ces 6 objectifs si ces activités sont éligibles. Regarder ensuite si c'est aligné via des critères d'alignement à tester et à regarder. Et enfin, les indicateurs qui vont être communiqués, c'est le chiffre d'affaires, les CAPEX et les OPEX, et justement communiquer la part éligible de ces indicateurs, ainsi que la part alignée, pour voir justement ce qui est durable dans l'activité de l'entreprise. Donc la CSRD va ainsi embarquer beaucoup plus de monde dans le bateau rapport de durabilité, et donc l'exercice peut être assez complexe. Donc lorsqu'on voit tout ça, certes c'est complexe, ce chemin CSRD et taxonomie, et en fait c'est le cas, mais c'est pas insurmontable. La clé pour l'entreprise, pour vous, c'est en fait d'anticiper. Et en anticipant, vous vous préparez mieux dès maintenant à travailler en mode projet, à travailler sur vos process pour y répondre, tout en se familiarisant avec les textes. Et enfin, une deuxième clé, c'est aussi commencer à échanger avec ses parties prenantes, dans sa chaîne de valeur, mais aussi les parties prenantes internes et externes comme les investisseurs, pour justement commencer à identifier les sujets qui vont être communiqués dans la CSRD via la méthodologie double matérialité. Enfin, l'analyse de la taxonomie va devoir aussi être initiée, l'anticiper si vous êtes soumis, puisque c'est un exercice complexe, mais pas insurmontable. En tout cas, n'hésitez pas à revisionner notre webinaire du 12 décembre si vous n'êtes pas familier avec la CSRD taxonomie, puisqu'on vous donne justement les clés de lecture que je vous ai résumées. Et je repasse maintenant la parole à Christelle qui va vous parler des prochaines échéances. Oui, merci Christophe. Donc effectivement, on peut revisionner le webinaire. Donc, dernier volet donc, de notre actualité comptable, les prochaines échéances, avec tout d'abord un projet sur le classement entre dettes, capitaux propres et autres fonds propres. Alors avec une question, Géraldine, quel était là aussi l'objectif de ce projet? Qu'est-ce qui change? Est-ce que c'est une révolution? Alors, l'objectif de ce projet était d'apporter une définition à cette rubrique haute fonds propres qu'on a quelque part dans notre PCG, dans notre code de commerce, mais pour laquelle il n'y a aucune définition concrète. Donc, l'objectif du projet, c'est d'affirmer le statut des hautes fonds propres comme une rubrique à part entière du bilan, rubrique obligatoire, de définir la composition de cette rubrique avec 3 composantes qui sont les fonds non remboursables, là c'est une nouvelle définition, les avances conditionnées et les droits du concédant. Donc il y a une définition qui est apportée aussi bien pour les fonds non remboursables et aux avances conditionnées. Ces dispositions relatives aux capitaux propres, elles vont s'appliquer de façon similaire aux comptes sociaux et aux comptes consolidés, ce qui nous conduit à modifier notamment dans le règlement consolidation le traitement des actions d'autocontrôle. Sur ce projet-là, je vous parle vraiment de futur, puisqu'on est sur un travail qui a été réalisé, validé par les instances de l'ANC, et pour l'instant, on est sur un projet qui est soumis à consultation. On est vraiment dans la reprise de pratiques existantes, même si on apporte une définition des autres fonds propres, on reprend globalement les pratiques issues d'un ancien avis de l'ordre. Toutefois, on a souhaité consulter de façon très large
pour savoir justement s'il n'y avait pas un impact potentiel qu'on n'aurait pas vu. Donc ce projet est soumis à consultation, vous pouvez le trouver sur notre site internet pour répondre à notre consultation jusqu'au 31 mars 2024 et à partir de ce retour de consultation, le collège prendra la décision de mettre en application ou pas ce texte, sachant que déjà ça sera en mars 2024, mais le choix a été fait d'appliquer ce texte qu'en 2025 pour être cohérent avec modernisation des états financiers. Mais on est dans un timing tout à fait compatible. Merci Géraldine. Donc vous avez la définition des autres fonds non remboursables ici. Et puis surtout le délai pour répondre, 31 mars 2024. Donc autres projets, Géraldine, qui sont des projets d'importance, notamment où est-ce qu'on en est sur le chiffre d'affaires, qui avait fait une consultation, l'objet d'une consultation en 2019. Alors le chiffre d'affaires, c'est vrai que c'est un projet au long cours, puisqu'on a commencé en 2017, on a fait une consultation en 2019, c'est un projet long, mais le sujet nécessite quand même un certain recul. En 2022-2023, le projet a été repris par la Commission des normes comptables privées, qui a souhaité vraiment le revoir en prenant en compte, d'une part, les retours de consultation de 2019, mais aussi tout ce qui s'est passé pendant cette période, la 2020-2021, où on a eu cette période Covid, avec beaucoup de questions posées sur la comptabilisation des produits, du chiffre d'affaires. Donc on a voulu reprendre tout ça avant de finaliser le projet, et puis aussi recaler ce projet chiffre d'affaires au regard de modernisation des états financiers, finalement ce nouveau plan de compte, cette nouvelle définition du résultat exceptionnel. Et donc en fin d'année, en octobre, un projet a été représenté, on en a reparlé au niveau du collège pour vraiment clarifier les orientations. Et la demande est de revenir avec un projet plus finalisé en février 2024 devant le collège, avec les axes suivants. Travailler sur une définition large du chiffre d'affaires, c'est-à-dire que le projet, jusqu'à présent, on l'appelait chiffre d'affaires, on s'orienterait plutôt par produit, pour prendre en compte aussi le fait générateur pour les autres produits. Et puis, une demande très forte de simplification du texte sur la forme, parce que le texte est écrit avec de façon assez conceptuelle, beaucoup de détails, et il y a une demande vraiment de le restructurer, de l'écrire beaucoup plus simplement. Et sur le fond aussi, il faut être beaucoup plus simple. On nous demande de distinguer clairement les contrats de vente les plus simples, vente d'un bien d'une part, vente d'une prestation de service d'autre part, des contrats de vente complexes. Et pour les contrats simples, il est vraiment demandé de décrire les modalités de reconnaissance concrètes, de comptabilisation concrète, pour la vente d'un seul bien, pour la vente d'une prestation de service, en distinguant notamment pour les prestations de service, des prestations continues, ponctuelles ou à échéance successifs. On demande vraiment d'être plus pragmatique et pratique dans la rédaction, et puis de réserver la démarche d'analyse la plus complexe aux contrats les plus complexes. C'est-à-dire ne pas, aujourd'hui, le projet tel qu'il a été soumis à la consultation faisait rentrer dans le texte par une démarche d'analyse qui pouvait sembler assez complexe pour des entreprises qui ont des opérations relativement simples. Là, l'idée, c'est que l'entreprise qui a une opération relativement simple, elle tout de suite sa réponse, elle n'a pas peur d'avoir une analyse à faire. Et puis on nous a demandé aussi de supprimer toutes les dispositions dites périphériques qui avaient été introduites dans le texte, cession bail, vente à réméré. Donc voilà, on en est là, on travaille pour soumettre ce nouveau projet de texte au collège en février 2024. Et à l'issue de cette discussion au niveau du collège, bien entendu, le texte sera soumis une nouvelle fois à consultation. On n'est pas encore sur une date d'application, il y aura encore une nouvelle consultation dessus. D'accord, donc il faut se mettre des alertes sur le site de Voilà. Merci Géraldine. Donc pour terminer notre actualité comptable, très rapidement, puisque Christophe en a déjà parlé, en fait la Commission européenne a décidé de relever les seuils pour la classification des entreprises. Vous avez sur le tableau ici les nouveaux seuils en bleu. Les anciens sont entre parenthèses. Alors, ce qui change, c'était bien bilan compte de résultats
résultat, les salariés, ça ne change pas. Alors, ça aura effectivement des impacts, hein, notamment en termes d'allègement, hein, potentiellement sur les annexes, hein, mais on fera sans doute une alerte là-dessus. Et puis, comme Christophe vient de le dire, hein, sur la CSRD. Donc, l'application 2024 avec application anticipée possible sur 2023, mais sur autorisation des États membres. Donc voilà, donc nous en avons terminé de notre tour d'horizon de l'actualité comptable française. Donc je vous propose de retrouver sur le slide suivant l'ensemble des publications qui nous ont été utiles pour préparer donc cette actualité. Vous retrouverez des informations notamment sur la CSRD, sur le régime des fusions et opérations assimilées, ainsi que le Big Bang social et enfin le projet de loi de finances. Donc un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cet événement et surtout merci à vous de votre fidélité. Je le rappelle, donc vous avez des événements que vous pouvez regarder en replay, hein, notamment les actualités IFRS et actualités donc réglementaires, ainsi que CSRD et actualités extra-financières, et puis aussi avoir les prochains événements, donc animés par nos spécialistes taxes notamment, donc loi de finances et autres actualités fiscales le 16 janvier, et aussi nos spécialistes en droit social, donc avec les actualités sociales le 18 janvier. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes clôtures 2023 et surtout de bonnes fêtes et je vous dis à l'année prochaine.